Antoine Goya t'a attaqué dans plusieurs vidéos. Une réaction à ces attaques. Antoine Goya, je trouve ça un petit peu triste, ce qui lui arrive, je trouve ça un petit peu désolant pour tout vous dire, parce qu'il a complètement abandonné le terrain des idées, il a complètement abandonné le fond, et maintenant il se concentre uniquement sur la forme, c'est-à-dire clasher pour clasher, contredire pour contredire, avec des techniques qui sont toujours les mêmes, c'est-à-dire la mauvaise foi, la déformation, les insultes. En fait, on est passé de quelqu'un qui mettait le clash au service de la culture, et qui maintenant, très clairement, met la culture au service du clash. Et là, ces dernières semaines, on a assisté à l'explosion en plein vol d'Antoine Goya, c'est-à-dire non seulement un festival de mauvaise foi et de malhonnêteté, mais maintenant on a quelque chose de plus qui est carrément la schizophrénie. C'est-à-dire qu'Antoine Goya arrive à se contredire non seulement d'une vidéo à l'autre, mais même d'une phrase à l'autre. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi l'affaire, j'ai fait une vidéo FAQ il y a quelques mois, dans laquelle j'ai montré qu'Antoine Goya avait déformé la pensée de Tolstoï pour la faire coller à ce qu'il voulait dire à propos de l'art contemporain. Parce que bon, je suis désolé, mais citer Tolstoï pour défendre l'art contemporain, c'est comme citer Hitler pour défendre le vivre ensemble. Ça n'a aucun sens. Donc Antoine Goya n'a pas apprécié que je mette en lumière sa manipulation, il n'a pas apprécié que je mette le doigt sur sa mauvaise foi, et donc pour tenter de se justifier, il a fait 3 vidéos d'affilée sur moi. Alors, on va être bien clair, quand on fait 3 vidéos d'affilée sur quelqu'un, c'est qu'il a touché quelque chose. Et surtout, ça veut dire que les 2 premières vidéos n'ont pas suffi. Donc, petit conseil aux youtubeurs qui se lanceraient, si vous voulez répondre à quelqu'un, faites-le en une seule fois et passez à autre chose. Parce que sinon, vous risquez de tomber dans l'obsession. Surtout quand vous faites 3 vidéos pour parler de tout, sauf du sujet. C'est-à-dire que dans ces 3 vidéos de réponse, Antoine Goya a soigneusement esquivé la question de Tolstoï. En fait, ça c'est quelque chose que j'ai remarqué chez lui, c'est que quand il est pris en défaut sur un sujet, sa technique c'est de parler d'autre chose. Le problème avec cette stratégie, c'est que vous avez beau croire que les gens ne vont pas s'en rendre compte, si, ça se voit, ça se remarque. Faire diversion, c'est un des stratagèmes les plus visibles et les plus grossiers en rhétorique. Alors, il a quand même essayé de me répondre sur Tolstoï, mais ça je vais le garder pour la fin, parce que vous allez voir que ça croustille. Et donc, au lieu de me répondre sur le fond qu'a fait Antoine Goya, il a fait ce qu'on fait généralement quand on est pris en flagrant délit de mauvaise foi, c'est-à-dire de l'agressivité, des mensonges, des attaques personnelles, des attaques sur ma diction, des attaques sur mon style vestimentaire, et ça à la limite je m'en fiche parce que c'est la logique du spectacle, et que quand quelqu'un vous insulte sur internet, faut pas le prendre personnellement. Mais ce qui est vraiment amusant, c'est qu'Antoine Goya ait ressenti le besoin de recourir à des attaques personnelles, alors que dans le même temps, il est le premier à dire que quand on utilise des attaques personnelles, c'est la preuve qu'on n'a rien à répondre sur le fond. Donc moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment on fait pour, d'un côté, dire que les attaques personnelles, c'est le niveau 0 de l'argumentation, et d'un autre côté, utiliser des attaques personnelles pour répondre à quelqu'un, à moins d'être schizophrène. Le mec, il est tellement vulgaire que t'as plutôt l'impression qu'il va te proposer une fille pour pas cher, plutôt que de parler de philosophie. Alors là, clairement, tu doutes bien que les attaques sur le physique, que les menaces, ça vole pas très haut, que c'est tout en bas, et donc pour l'instant, tu n'as toujours pas invalidé mon propos. Parce que du coup, Charles Robin, donc là, il a son costume de macro, il va faire des vidéos avec Potier civilisé, là, dans les rues de Nice, où il déblatère comme ça sur le beau, avec le torse ouvert. Faut savoir que les attaques ad personam, c'est clairement l'argument le plus faible lorsque tout le reste a échoué. Et en plus, le mec, il parle tellement lentement, t'as envie de le mettre, t'as envie de le secouer, il est en train de faire un AVC. En fait, le seul truc que tu fais en faisant des ad hominem, c'est d'essayer de mettre les rieurs de ton côté. Parce que si tu te mets à t'en prendre à la personne, les gens vont venir ricaner avec toi, t'as vu, il est vraiment trop con, effectivement. T'es en train de raconter quoi de là avec le précepteur, c'est bien? T'as pas suivi la vidéo ou quoi? On vient de montrer qu'en fait c'était un tocard qui racontait n'importe quoi. Lorsqu'on se rend compte que l'adversaire nous est supérieur et nous ôte toute raison, il faut alors devenir personnel, insultant, malpoli. Donc c'est pas la peine de faire le gros cerveau en train de dire oui en fait c'est seulement lorsque ça va dans leur sens et tout, non c'est bon ta gueule. C'est-à-dire qu'en fait si t'enlèves tous les sophismes, toutes les attaques ad personam, il n'y a plus rien, d'accord, dans son discours. Bon, c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité. Bon alors, il y a les insultes, mais il y a surtout tout le film qu'Antoine Goya s'est construit dans la tête, parce que figurez-vous qu'Antoine Goya est persuadé que si je l'ai critiqué sur Tolstoï, c'est parce que j'aurais été vexé par l'un de ses tweets dans lequel il disait du mal de ma bande dessinée. Ce qui veut dire quand même que, pour Antoine Goya, quand on critique quelqu'un, ça ne peut pas être pour des raisons de fond. C'est forcément qu'on a été vexé
c'est forcément qu'on a été blessé dans son ego. Ça peut pas être parce que vous avez déformé la pensée d'un auteur pour pouvoir l'utiliser comme un argument d'autorité. Donc si on suit la logique d'Antoine Goya, s'il a fait 3 vidéos sur moi, c'est parce qu'il a été très 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 vexé. En même temps, quand on dit à quelqu'un « je ne te raterai pas », effectivement, ça sent un peu le ressentiment. Donc j'aurais été vexé par le tweet d'Antoine Goya sur ma BD. Ok. Le problème, c'est que le tweet dont parle Antoine Goya date du 15 octobre. Alors que ma FAQ, je l'ai enregistrée le 9 août. Le 9 août, c'est-à-dire 2 mois avant. Charles Robin a fait une grossière erreur. Il a été vexé. Vexé car j'ai utilisé mes gros doigts pour faire des tweets sur sa future bande dessinée qui a l'air fort nulle. Donc voilà, bon, il a été vexé, donc il a attaqué mes vidéos sur l'art, sans doute pour défendre ses copines droitardées. Que penses-tu des vidéos d'Antoine Goya qui sont axées sur la philosophie et le cinéma en général ? Et donc la solution pour discuter, si tu as quelqu'un qui commet des sophismes face à toi, c'est pas de l'insulter. La solution est très simple, c'est de montrer ses sophismes. On va continuer un peu parce que c'est intéressant. Donc Antoine Goya, m'ayant fait la promesse de ne pas me rater, il s'est demandé sur quoi il allait pouvoir m'attaquer. Et donc il a choisi de critiquer ma vidéo avec Barbare Civilisé sur l'art et la beauté. Et donc pour pouvoir m'attaquer, qu'est-ce qu'il a fait ? Il m'a carrément inventé des propos. C'est-à-dire que là encore, il s'est construit un film dans sa tête, ça doit être son côté cinéphile. C'est-à-dire que, comme il combat l'idée que le but de l'art, ça devrait être la beauté, ce qu'il fait, c'est qu'il m'attribue cette position pour pouvoir ensuite m'attaquer là-dessus. Mais le problème, c'est que c'est pas du tout ça ma position sur l'art. Tout simplement parce que pour moi, l'art n'a pas qu'un seul but. Donc on est en plein délire. Et le pire dans tout ça, et c'est là où vraiment je pense qu'il prend ses spectateurs pour des idiots, c'est que pour illustrer ça, il utilise un extrait dans lequel je ne parle même pas de la beauté, mais dans lequel je parle de la fonction d'édification en art. Donc oui, vous avez bien entendu, pour me faire dire que l'art était lié à la beauté, il a montré un extrait dans lequel je ne parlais pas de la beauté. Parce que du coup, Charles Robin, donc là, il a son costume de macro, il va faire des vidéos avec Potier civilisé, là, dans les rues de Nice, où il déblatère comme ça sur le beau, avec le torse ouvert. Et là, comme ça, on te dire, ah ouais, le beau, regarde, le beau, bref, des conneries habituelles de droitardés. Si tu regardes dans l'Antiquité, les statues antiques, c'était des hymnes à la force. C'était des hymnes au courage, à la vertu. Pourquoi ? Parce que la guerre faisait partie du quotidien. Et donc, les œuvres d'art avaient aussi une fonction d'édification, c'est-à-dire qu'on devait susciter chez les citoyens le goût de la vertu, le goût du courage, le goût de l'héroïsme. Et là, comme ça, on te dire, ah ouais, le beau, regarde, le beau, bref, des conneries habituelles de droitardés. Si tu commences par falsifier les propos des gens, ça va pas aller. En fait, Antoine Goya adore avoir des adversaires. Il aime avoir des adversaires parce que toute son image repose sur le clash. C'est-à-dire que si vous lui enlevez le clash, Antoine Goya n'existe plus sur YouTube. C'est pour ça qu'il n'admettra jamais sa mauvaise foi sur Tolstoï. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'il s'en prend à quelqu'un sur YouTube, il ne dit que des choses négatives. Il n'y a jamais de nuance, il n'y a jamais de volonté de comprendre pourquoi l'autre pense ce qu'il pense. Parce que ce serait mauvais pour son image de clasheur. Et parce que ses abonnés ne seraient pas contents. En fait, son besoin d'avoir des adversaires le pousse à en fabriquer. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour fabriquer un adversaire ? Faut fabriquer des propos avec lesquels on n'est pas d'accord. Il faut faire dire à l'autre des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord, quitte à les inventer, quitte à les fantasmer, pour pouvoir ensuite l'attaquer là-dessus. Donc, quand dans la vidéo je parle du réalisme en art, que fait Antoine Goya ? Il coupe. Lorsque le réalisme a commencé à se développer en opposition au romantisme d'ailleurs, c'est-à-dire en opposition à l'exaltation, à l'idéal et à la transcendance, beaucoup de critiques d'art à l'époque se sont insurgés en disant qu'on ne pouvait pas appeler ça de l'art,
Parce qu'il n'y avait aucune notion de surpassement, il n'y avait aucune notion d'exaltation et ni même de beauté. Quand je parle de l'émotion en art, il coupe. Tout l'enjeu au cinéma, c'est de faire ressentir ces émotions comme si elles étaient réelles, pour que ce ne soit plus une scène qu'on regarde, mais qu'on assiste au spectacle de l'émotion qui se déploie en nous. Quand je parle de l'évolution du rapport sujet-objet en art, la distinction entre le spectateur et le regardeur, il coupe. Le regardeur, par distinction du spectateur, le spectateur, c'est celui qui assiste à un spectacle. Donc le spectateur, il a quelque chose devant lui, quelque chose qui est posé devant sa conscience. Il va entrer en interaction avec l'œuvre. Alors que le regardeur, c'est presque celui qui va poser sa signification sur les choses. Donc ça veut dire que la signification n'est plus dans l'œuvre, elle est dans l'œil du spectateur qui regarde l'œuvre. Il coupe parce que sinon, il serait obligé de reconnaître que non seulement je ne tiens pas les propos qu'il me prête, mais qu'en plus il y a des choses avec lesquelles il serait d'accord. Mais ça, ce serait la fin pour lui. Antoine Goya qui concède des points à son adversaire. En fait, Antoine Goya ne veut pas que vous entendiez ce que ses adversaires disent. Il veut que vous entendiez sa reformulation de ce qu'ils disent. Parce que toutes ces attaques reposent sur la déformation des propos qu'il critique. Et c'est là qu'on en arrive à ces attaques sur ma bande dessinée. Alors, sur ma bande dessinée, c'est magnifique, parce qu'après nous avoir expliqué sur tous les tons que la beauté en art, on s'en foutait, il reproche à ma bande dessinée d'être moche. Mais c'est juste moche, c'est dégueulasse. C'est ça le beau pour toi? C'est ça le beau? Mais non, mais c'est dégueulasse, c'est immonde. Mais là, il y a un vrai problème, surtout avec ce que tu racontes avec ton discours. Ce problème, c'est qu'on s'en bat les couilles de savoir si une œuvre d'art est belle. Donc la beauté n'est pas un critère en art, sauf pour Charles Robin. Ah oui, alors visiblement, Antoine Goya ne connaît pas la différence entre une bande dessinée et un manuel scolaire. Je suis désolé, mais lorsqu'on fait un cours, pour ceux qui ont déjà ouvert un manuel, dans un manuel, en fait, il y a une page de manuel, c'était pensé, c'est-à-dire qu'il y a des designers qui se sont amusés à dire ok, là on va mettre les définitions, là on va mettre le cours, on va mettre des mots en gras, on va mettre des éléments, on va mettre un texte de référence et tout, pour articuler tout ça. Alors, on va quand même prendre le temps de lui expliquer parce que c'est important. Donc tu vois ça, Antoine, ça c'est un manuel scolaire, carnet de réussite des éditions Hatier, auquel j'ai collaboré d'ailleurs, tu vois, ça c'est mon petit logo. Et tu vois, à l'intérieur de ce manuel, bah là, on a effectivement des définitions, on a des mots-clés, on a des cartes mentales, et puis là, tu vois, on a une bande dessinée. Alors tu vois, ça se présente sous une autre forme, c'est plus grand déjà. Et puis bah à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? On a des dessins. Voilà, on a des dessins, on a du texte. C'est très différent. Donc tu vois, la bande dessinée ici, et là, le manuel scolaire. Non mais je me moque, mais c'est pas méchant. Et entre nous, c'est rien à côté de l'autre critique qu'Antoine Goya a faite de ma bande dessinée. C'est-à-dire qu'il m'a attaqué sur le fait que j'avais utilisé la lettre phi dans mon titre. Comme ma bande dessinée s'appelle Philorama. Phi, c'est le symbole de la philosophie, et en majuscule, ça ressemble à un O barré. Donc j'ai utilisé ce qu'on appelle une parographie, c'est-à-dire une ressemblance de caractères, pour intégrer dans mon titre une référence à la philosophie. Donc bref, vous avez compris, j'ai utilisé phi parce que ça ressemble à un O. Voilà. En fait, je me sens très mal à l'aise d'expliquer ça à quelqu'un qui cite Tolstoï et Nietzsche. Je sais pas si vous en rendez compte, mais Antoine Goya est convaincu que si j'ai mis la lettre phi dans mon titre, c'est parce que je ne sais pas comment se prononce la lettre phi. Donc, si on suit la logique d'Antoine Goya, il faudrait pas dire Dragon Ball Z. Non, il faudrait dire Drag Boule de Cristal and Ball Z. Si on suit la logique d'Antoine, il faudrait pas dire Alcatel, il faudrait dire Alc Trianctel. Il faudrait pas dire Zippo, il faudrait dire Z Flampo. Non mais je veux bien qu'il faille faire du spectacle, mais là, c'est gênant. Le précepteur, voilà, le petit Charles Robin, dans toute sa vulgarité et sa médiocrité, qu'est-ce qu'il a mis au milieu du nom de sa BD? Donc là, Philorama, il a mis un phi. Ok, t'as mis un phi au milieu du nom de ta BD à la place du O. Deuxièmement, le phi, c'est le phi de philosophie. Donc en fait, là, il y a marqué un truc genre Philoframa ou je sais pas quoi. Bon, ok. On fait phi comme ça, vous savez. C'est bien beau de mettre la lettre phi pour frimer, encore faut-il la mettre au bon endroit, hein, voilà. Donc au début, vous posez le doigt. Fais pas le mec qui parle grec. Mec, t'as mis un phi au milieu du titre de ta BD, tu sais même pas prononcer les lettres grecques, fais pas l'helléniste. Puis après, vous tournez, et ça fait phi. Voilà la lettre phi et son symbole. La prochaine fois, t'y penseras. Mais le pire, c'est que tout est comme ça, tout est comme ça. On pourrait continuer pendant des heures. Par exemple, Antoine Goya a fait sa deuxième vidéo sur moi pour critiquer mon épisode sur le wokisme.
j'aurais préféré qu'il parle de Tolstoï, mais admettons. Et donc, qu'est-ce qu'il dit dans sa vidéo? Il dit que ce que je dis sur le wokisme n'a aucun sens, parce que personne ne se revendique du wokisme, et pour illustrer ça, il utilise un extrait dans lequel je dis moi-même que personne ne se revendique du wokisme. Je dis textuellement, pas implicitement, textuellement, que le mot wokisme n'a pas été inventé par les woke, et Antoine Goya me répond que personne ne se réclame du wokisme. Antoine, quand tu fais le montage de tes vidéos, assure-toi que je ne dise pas le contraire de ce que tu me fais dire. Moi, les auteurs woke, j'en connais pas qui se revendiquent du wokisme. Alors déjà, il faut savoir que ce mot, wokisme, n'est pas une autodésignation. Est-ce qu'on peut là citer des gens dont les wokistes se réfèrent pour baser leurs pensées? Ce ne sont pas les woke qui ont inventé le mot wokisme. D'ailleurs, dans ta vidéo, on voit que tu es incapable de citer un auteur wokiste. Hein, voilà, c'est basé sur personne. Ce sont les opposants à la pensée woke qui ont inventé ce mot dans un but de dénigrement. Et donc là, ça c'est ce que tu fais, tu parles d'un auteur intersectionnel. Par contre, d'auteur wokiste, il n'y en a pas. Comment il s'appelle l'auteur intersectionnel là? Crenshaw? Ouais, bah, Crenshaw, qu'est-ce qu'il raconte? Moi je sais pas, moi... Ah, c'est pas il déjà, c'est elle. Et alors, attendez, c'est pas fini, parce qu'Antoine Goya, c'est quand même quelqu'un qui est capable de me reprocher d'utiliser le mot woke, mais qui, dans ses vidéos, se moque de ceux qu'il appelle les woke-légumes. Alors là, je suis d'accord avec Charles, complotiste c'est un terme qui est fourre-tout. Je suis d'accord, c'est un terme qui est fourre-tout. Mais peut-être, Charles, comme un autre terme que tu as utilisé récemment et dont j'ai déjà parlé en vidéo, peut-être comme le terme woke est un terme fourre-tout. La qualité est indépendante du fait que le film soit woke aux légumes ou non. Et toi, si t'intéresse, c'est que ça soit woke aux légumes. Bah, oui, le terme woke c'est un terme fourre-tout. Que tu veux discréditer un adversaire de gauche, tu vas le traiter de woke. Parfois, l'idéologie woke aux légumes, elle gâche le film. Et ça, là, ça c'est bien, ça c'est le progrès, etc. Ça c'est woke aux légumes. Et donc, pour critiquer mon épisode sur le wokisme, Antoine Goya a fait appel à son ami, puisque lui-même n'y connaît rien. Ah, c'est pas il déjà, c'est elle. Et ce qui est vraiment ironique, c'est que si on met en parallèle ce que dit Antoine Goya dans ses vidéos et ce que dit son ami sur le wokisme, on s'aperçoit qu'Antoine Goya dit exactement l'inverse. Autrement dit, comme avec Tolstoï, Antoine Goya se cache derrière une autorité avec laquelle il n'est lui-même pas d'accord. Là, il nous fait le fameux niveau 0 un peu de la compréhension de la pensée dite woke, c'est de dire que les woke parlent de race, donc ils sont racistes. Là, clairement, c'est du racisme, c'est-à-dire que oui, le mâle blanc, comme ça, on précise bien sa couleur, on précise son sexe, comme ça, c'est du racisme et du sexisme. La femme noire a une discrimination qui est particulière en tant que femme noire. En fait, j'ai vraiment l'impression que les femmes, elles se rendent pas compte que ce que eux, elles croient être des oppressions systémiques, blablabla, mon cul. En fait, tout le monde les vit tout le temps. Du coup, ce que font les militants de gauche, c'est qu'ils essaient de comprendre ce qu'est une race pour pouvoir lutter contre le racisme. Bah écoute, si ton seul problème c'est qu'on dit que tu manges des nems, ça va, je pense qu'il y a pire dans la vie. Quand on parle de féminisme, en fait on parle de la femme blanche bourgeoise, et puis quand on parle de racisme, on parle plutôt de la discrimination envers les hommes noirs. C'est quoi ton problème? Enfin clairement, je veux dire, tu vis dans un pays où il y a une majorité blanche, pourquoi est-ce que tu râles? Parce que les standards, c'est blanc. Être blanc, c'est pas juste être blanc de peau, tout bêtement, c'est être reconnu comme blanc. En fait, c'est un truc que je comprends pas, putain. Si jamais tu veux pas vivre dans un monde où il y a des blancs, pourquoi tu vas pas dans un monde où il n'y a pas de blancs? Et là, le fait que Charles Robin comprenne pas ça, ça me pousse à dire que les woke ne voudraient même pas convaincre les dominants, parce que comme ils sont par exemple blancs ou hétéros, ils seraient mauvais en soi. Ça part du principe que tous les blancs sont racistes parce qu'ils sont nés dans une société raciste qui est faite pour les blancs. Donc tu as beau être le plus déconstruit possible, tu resteras quand même un gros raciste fragile. En fait, un woke dit qu'un blanc peut renier sa blanchité en quelque sorte. Il peut sortir du système de domination justement en comprenant les discriminations raciales par exemple. Genre ça pue la morale d'esclave. Ouais, on vous a fait la leçon, vous étiez méchants. Maintenant vous essayez d'être bons comme nous, on est bons. Et toute critique formulée par une personne de couleur envers toi sera légitime et toi tu as juste à t'écraser. C'est bien ça qu'il faut retenir. Bon, vous vous en doutez, si jamais je prends la peine d'en faire une vidéo, c'est que c'est très clairement de la merde. Ah oui, ça c'est pas mal aussi. Antoine Goya a reproché à Maudin Malin de s'être appuyé pour le critiquer sur une interview. Parce qu'une interview, c'est toujours un peu plus approximatif. On n'est jamais aussi précis en interview que dans une vidéo préparée. Et ça, je suis absolument d'accord. Mais sauf que 5 minutes avant, sur quoi est-ce qu'Antoine Goya s'est appuyé pour me critiquer? Sur un entretien.
J'ai donné donc une interview sur la chaîne de Dream Focus sur le sujet de la politique et de l'art. C'est-à-dire qu'en fait, tu t'amusais à répondre à une interview. Cette vidéo, c'est l'extrait d'un entretien qu'il a mené chez Absol. Vous savez, Absol, il fait des entretiens qui doivent durer 12 heures, là, je sais pas quoi, c'est chiant comme la pluie. Je vais donner les conditions de l'interview. Donc, je sortais de week-end de présentation, là, au Club de l'Étoile, où j'ai présenté mes 10 films. Là, d'ailleurs, c'était très bien pour ceux qui étaient. Je pense que vous avez aussi beaucoup kiffé. Et donc, du coup, le dernier soir, j'ai dormi 3 heures. J'étais torché dans Paris, sur les Champs-Élysées. Bref, j'ai rien compris, je savais plus où j'étais. Cette vidéo, c'est l'extrait d'un entretien qu'il a mené chez Absol. Vous savez, Absol, il fait des entretiens qui doivent durer 12 heures, là, je sais pas quoi, c'est chiant comme la pluie. Donc c'est une vidéo qui a été tournée en descente d'alcool après 3 heures de sommeil. Bon, ok, très bien. Donc toi, tu choisis de répondre à ça, une interview. Eh, toujours être honnête, hein, toujours être honnête, moi je suis qu'ancien, je ne mens pas. Mais je vous dis, tout est comme ça. Le pire, je crois qu'en fait, c'est que j'ai même pas besoin de commenter. En fait, si vous voulez débunker Antoine Goya, il n'y a pas besoin de commenter. Vous prenez ce qu'il a dit à un instant T, vous prenez ce qu'il a dit 5 minutes après, et voilà, vous avez débunké Antoine Goya. Ou alors, vous prenez ce qu'il vous fait dire, et vous prenez ce que vous avez vraiment dit, et vous comparez. Parce que, comme je disais tout à l'heure, Antoine Goya, ça n'intéresse pas ce que vous dites. De toute façon, il écoute pas ce que vous dites. Donc j'ai pas regardé bien sûr cet entretien. Non, ce qui l'intéresse, c'est de reformuler vos propos, c'est de les déformer, c'est de les extrapoler, pour pouvoir vous faire dire quelque chose d'attaquable. Mais honnêtement, Antoine, est-ce que tu pensais vraiment que ça pouvait fonctionner? Est-ce que tu croyais vraiment que les gens qui m'écoutent, ou même les gens qui t'écoutent toi, pouvaient tomber dans le panneau? Les gens qui te suivent et qui vont tomber sur cette vidéo, crois-moi bien que c'est pas à moi qu'ils vont en vouloir. C'est à toi qu'ils vont en vouloir de les avoir pris pour des imbéciles. C'est à toi qu'ils vont en vouloir d'avoir voulu les manipuler de manière aussi grossière, juste pour satisfaire ton ego de clasheur. Est-ce que vous voulez encore un exemple? J'en ai des tartines. Par exemple, Antoine Goya dit que je cherche absolument à me faire passer pour quelqu'un de neutre. L'ennui, c'est que dans l'entretien que j'ai fait avec Absol, je dis explicitement que la neutralité n'existe pas. Je crois que je dis même de mémoire, la neutralité, ça n'existe pas, c'est du pipeau, parce qu'on injecte toujours dans les auteurs notre propre sensibilité. Et ça, c'est pas quelque chose que j'ai dit une seule fois, c'est quelque chose que j'ai répété dans mes FAQ, dans mes entretiens, dès que j'en ai eu l'occasion. Eh ben non. Vu qu'Antoine Goya n'écoute pas ce que je dis, vu qu'il a besoin de vous vendre une version qui l'arrange, il en arrive à me faire dire l'exact opposé de ce que je dis. Et moi, mon problème avec Charles Robin, c'est qu'en fait, il donne une impression de neutralité. C'est quelqu'un qui, lorsqu'il s'exprime, lorsqu'il parle, qui veut avoir absolument l'air neutre. En fait, il n'y a pas de lecture neutre d'un philosophe, ça, c'est du pipeau. Ça n'existe pas. Ne vous laissez pas avoir par les impressions de neutralité des mecs. Surtout par Charles Robin, il est pas du tout neutre. Lorsque je parle d'un philosophe sur ma chaîne YouTube, je le fais toujours à partir de mon point de vue. La prétention à l'objectivité, la prétention à la neutralité scientifique lorsqu'on parle de philosophie, me paraît totalement absurde et insensé. Ça n'a strictement aucun sens. C'est quelqu'un qui, lorsqu'il s'exprime, lorsqu'il parle, qui veut avoir absolument l'air neutre. On ne peut pas atteindre la neutralité, on ne peut pas atteindre l'objectivité. Et moi, j'ai pas la prétention à être objectif ou neutre, j'ai la prétention à être honnête, à essayer d'être honnête. Lui, il fait semblant d'être neutre. Moi, j'ai jamais fait semblant d'être neutre. Et c'est ce que j'ai constaté pendant toutes mes études et pendant tout mon travail sur des philosophes, c'est que tu intègres et que tu injectes dans les auteurs ta propre sensibilité. Je suis d'une totale et parfaite neutralité. Et t'es d'accord avec ça? Mentir, c'est pas bien. On est d'accord, mentir, c'est pas bien. Je parle de la zététique. Je dis qu'il faut faire la distinction entre la zététique et les youtubeurs qui font de la zététique. Autrement dit, qu'il faut faire la différence entre une méthode et son application, ce qui me semble être quelque chose de plutôt basique. Je passe mon temps à expliquer que l'esprit critique est quelque chose de fondamental, à expliquer qu'il ne faut pas me suivre aveuglément, qu'il faut soumettre tout ce que je dis à l'examen critique. Eh ben, dans la bouche d'Antoine Goya, ça devient Charles Robin essaye de vous éloigner de l'esprit critique. Il y a la zététique et il y a les youtubeurs qui font la zététique. C'est deux choses distinctes. Oui. Parce que oui, Charles Robin a un combat dans sa vie, c'est la zététique. Le mec qui combat la zététique. Il y a une démarche très noble, très louable, que j'encourage d'ailleurs dans mes vidéos, dans ce scepticisme. Parce que moi, quelqu'un qui critique la zététique, qui critique l'esprit critique, qui critique le fait de « Ok, je crois ça, est-ce que c'est vrai, oui ou non ?» Je me demande toujours, mais quelle merde il essaye de me vendre ce type-là? Quelle est la merde qu'il essaye de me vendre pour vouloir endormir mon esprit critique? Je considère l'esprit critique comme une arme d'autodéfense, et je le prônerai jusqu'à mon dernier souffle. Quel est son intérêt? Quel est le risque pour lui à m'empêcher
d'aller consulter du contenu un peu qui va essayer de faire travailler mon esprit critique? Quel est son risque à lui? Je ne veux absolument pas que vous puissiez reconnaître en moi quelqu'un que vous allez suivre de manière aveugle, c'est-à-dire sans faire fonctionner votre esprit critique. Moi, je vois ça, je me dis, le mec cherche à me vendre de la merde et cherche à me mettre de la merde dans la tête pour mieux me soutirer mon fric. C'est-à-dire que arriver et vous balancer ce que je pense, vous dire ce que je crois bien, ce que je crois mal, ce que je crois vrai, ce que je crois faux, ça n'a aucun sens si vous n'avez pas les outils pour évaluer, pour examiner, pour soumettre au jugement critique tout ce que je pourrais vous dire. Je me demande toujours, mais quelle merde il essaye de me vendre ce type-là? Quelle est la merde qu'il essaye de me vendre pour vouloir endormir mon esprit critique et pour vouloir m'éloigner? Hein? Voilà, c'est parce qu'en fait c'est un enfermement de t'éloigner en fait un peu, de dire non, la zététique, non, c'est pas très bien. Par quelques types qui ont perdu toute notion de réflexion et qui boivent les paroles comme ça d'un vidéaste parce qu'ils le trouvent sympathique, parce qu'ils l'aiment bien, parce que c'est leur idole, etc. Mais en fait tu vas convaincre personne. Je parle du complotisme. Je dis que le complotisme, c'est d'abord le résultat d'une perte de confiance dans les autorités, d'une perte de confiance dans les institutions, que si on veut combattre le complotisme, il faut d'abord tenir compte de ce facteur de la perte de confiance, que c'est bien beau de se moquer des complotistes, mais que c'est pas comme ça qu'on recrée de la confiance. Et ben dans la bouche d'Antoine Goya, ça devient Charles Robin prend le parti des complotistes et il fait du relativisme. Charles Robin, il prend le parti de ce qu'on appellerait, entre guillemets, des complotistes. D'accord? Il prend les partis des complotistes et il veut un peu les caresser dans le sens du poil, sans doute parce que c'est une partie de son public aussi, les complotistes. Et le complotisme, selon moi, il est d'abord le produit de la perte totale de confiance du peuple dans les gouvernants. Si ton enfant va à l'école tous les jours, mais que tu lui dis que tout ce qu'on va lui raconter à l'école c'est des conneries, le prof il aura beau être aussi bon, compétent qu'il voudra, on lui aura dit tout ça c'est des conneries. Donc c'est la confiance qui détermine le taux de pénétration de l'éducation. Partant de là, si on ne travaille pas sur la confiance, on travaille sur rien. C'est-à-dire qu'on ne devient pas complotiste du jour au lendemain, sans savoir pourquoi, parce que l'envie nous en prend. Tu ne peux pas. D'accord? Tu ne peux pas faire du relativisme comme ça, faire semblant que toutes tes croyances se valent, etc. Il y a des croyances qui sont ridicules. Parce qu'évidemment qu'il y aura toujours des complotistes caricaturaux qui vont défendre des thèses complètement farfelues, complètement grotesques, et qu'il est bien pratique d'ailleurs de pouvoir les désigner du doigt pour dire que voilà ce qu'est le complotisme, je suis pour la finesse du langage, je suis pour la nuance et pour la précision, et donc je refuse de me plier à des catégories qui pour moi sont des catégories complètement manipulatoires. Essaye de saisir intellectuellement le propos de la personne avant d'ouvrir ta gueule. Ce serait pas mal. Ce serait pas mal, ça t'évitera de te faire ridiculiser en fait. Je dis que les complotistes n'ont pas confiance dans la science. J'explique que quand je dis la science, je parle de la parole scientifique officielle, je parle du consensus scientifique actuel. Mais ça, Antoine Goya le coupe. Et il nous fait tout un laïus pour nous expliquer que tout le monde croit dans la science. Alors je sais que c'est quelque chose qui est réfuté par la science, comme on l'appelle, c'est-à-dire le consensus scientifique actuel. C'est là qu'il se fout totalement de votre gueule, il y a personne qui ne croit pas dans la science. D'accord? Il y a personne qui ne croit pas dans la science. Même le truc le plus ésotérique, le plus débile possible, genre Thierry Casasnovas qui veut te soigner avec des jus, ton cancer qui dit que ton bras peut repousser et tout, lorsqu'il en a l'occasion, il va lui-même malgré tout sortir une étude scientifique. La science, comme on l'appelle, c'est-à-dire le consensus scientifique actuel. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde croit dans la science, tout le monde fait confiance dans la science. Les gens, même les pires charlatans, utilisent des preuves scientifiques, vont utiliser des études scientifiques, vont utiliser des arguments scientifiques. Donc tout le monde croit dans la science. La science. Intellectuellement, je pense que cette personne est extrêmement limitée et elle me déçoit. Bon, et puis, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Parce que, au début de ma réponse, j'ai dit qu'Antoine Goya avait esquivé le sujet de Tolstoï. En fait, c'est pire que ça. Antoine a essayé de répondre sur Tolstoï. Il a répondu que ce qui l'a intéressé chez Tolstoï, c'était sa réflexion. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans le bouquin de Tolstoï, c'était sa réflexion qui poussait à donner une définition de l'art sans prendre en compte le critère subjectif qu'est le beau. Et comme preuve de sa bonne compréhension de Tolstoï, il a affiché dans sa vidéo un extrait de la préface qui serait la preuve que le préfacier est d'accord avec Antoine. Et c'est également ce que dit le préfacier du bouquin. Voilà, peut-être que, regarde, moi j'ai une édition numérique toute pourrie, j'ai pas cette préface, mais toi tu l'as. Voilà. Et quand on regarde le résumé du livre sur internet, on voit, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut lire cette phrase importante de la préface. Voilà. Donc toi, bon, peut-être ce livre ne l'as-tu pas vraiment lu, mais en tout cas le préfacier lui l'a lu, il l'a compris. Hein, il a compris la même chose que moi. Hein. Et c'est là où on va s'amuser. Rappelez-vous ce que je reprochais à Antoine Goya dans ma précédente FAQ.
je lui ai reproché de tronquer les propos de Tolstoï pour les faire correspondre à ce qu'il cherchait à démontrer. Eh ben, devinez ce qu'a fait Antoine avec cet extrait de la préface. Il a fait la même chose. Antoine Goya a tronqué l'extrait de la préface qu'il vous a présenté. On est dans un niveau de culot difficile à imaginer. Alors, voilà la citation qu'Antoine a affichée dans sa vidéo. Tolstoï a cherché à comprendre le sens de l'art et non à en étudier l'effet. Il a montré par sa réflexion que l'on devait pouvoir penser l'art en dehors du beau, compris comme sentiment subjectif. Sauf que, il manque un morceau. Et comme par hasard, le morceau qui manque, il modifie complètement le sens de ces deux phrases. Voici le passage dans son intégralité, c'est-à-dire avec les deux phrases manquantes. Tolstoï a donc cherché à comprendre le sens de l'art et non à en étudier l'effet. Sa vision de l'art s'est cristallisée au moment donné de sa vie où il lui importait de conforter son ascétisme, son refus du corps et de la sensualité propre à la religion. Cette dernière étape dans la recherche de soi du grand créateur correspond plus qu'on ne croit à une volonté de retrouver le grand créateur dans ses desseins intimes. Si ce n'est plus ainsi qu'on envisage l'art aujourd'hui, et ensuite on a la fin de la citation. Autrement dit, Antoine Goya a coupé l'extrait de la citation dans lequel le préfacier explique que le sens de l'art pour Tolstoï, c'est la religion. Vous voyez la malice? C'est-à-dire que si on lit la citation tronquée, on croit que, pour Tolstoï, le sens de l'art, c'est le fait qu'il soit indépendant de la beauté. Et elle est là, la manipulation. C'est-à-dire que nous expliquer que Tolstoï rejette le critère de la beauté pour pouvoir ensuite défendre l'art contemporain, c'est ne pas comprendre pourquoi Tolstoï a rejeté le critère de la beauté. C'est utiliser un auteur pour lui faire dire le contraire de ce qu'il dit, et c'est faire semblant de ne pas comprendre en quoi c'est malhonnête. Quel sens ça a de prendre des bouts de raisonnement d'un auteur pour finalement lui faire dire le contraire de ce qu'il dit? Les auteurs, c'est pas un supermarché. C'est comme s'ils prenaient les pièces d'un puzzle déjà formé pour les mettre dans d'autres puzzles qui n'ont rien à voir. Et ne va surtout pas te réfugier derrière l'argument de l'éclectisme, c'est-à-dire que oui, on peut citer un auteur sans être d'accord avec tout ce qu'il dit. Évidemment qu'on peut citer un auteur sans être d'accord avec tout ce qu'il dit. Mais la question, elle est pas là. La question, c'est de savoir, est-ce que oui ou non, tu trahis la pensée d'un auteur quand tu le cites comme ça? Imaginons, Antoine, par exemple, que demain, tu accèdes au pouvoir et que dans ta folie totalitaire, tu décides de supprimer l'intégralité des partis politiques. Tu décides de supprimer tous les partis politiques parce que tu ne veux pas de concurrence. Donc tu décides de supprimer tous les partis politiques, et pour justifier ça, tu vas t'en référer à Simone Veil, la philosophe, qui était pour la suppression des partis politiques. Et tu sais pourquoi elle était pour la suppression des partis politiques? Parce qu'elle estimait que les partis politiques étaient des machines à fabriquer de la passion collective et qu'elles éloignaient le peuple du bien commun. Tu imagines un tyran qui citerait Simone Veil pour pouvoir justifier de supprimer les partis politiques? Eh ben c'est exactement la même chose que t'as fait avec Tolstoï. On peut avoir des influences multiples, on peut être séduit et intéressé par tel aspect de la pensée d'un auteur et l'être moins par tel autre aspect, mais ça nous autorise pas à faire du dépeçage intellectuel, ça nous autorise pas à prendre un petit bout de raisonnement et à le raccorder à un autre bout de raisonnement. Une pensée, c'est organique. Toi, ce que tu fais, c'est du bricolage. Et le pire dans tout ça, c'est que tu utilises ce bricolage pour te donner des airs de supériorité intellectuelle. Donc ne te cache pas derrière l'argument de « j'utilise ce qui m'intéresse parce qu'après tout, ce qui compte c'est la réflexion ». La réflexion de Tolstoï, tu t'en moques complètement parce que tu n'as pas compris que le fondement de sa réflexion, c'était comment justifier le critère religieux en art. En fait, le problème d'Antoine Goya, c'est pas qu'il est bête. C'est qu'il croit que les gens sont bêtes et du coup, ça le rend bête. Ou alors, j'ai ma théorie. Ma théorie, c'est que peut-être qu'Antoine Goya est finalement beaucoup plus intelligent qu'on ne le soupçonne, et que, à travers sa mauvaise foi et sa malhonnêteté, il cherche à nous faire comprendre quelque chose. Antoine Goya, c'est quelqu'un qui s'est donné pour mission de déboulonner toutes les idoles sur YouTube. Et maintenant qu'il est lui-même devenu un YouTubeur, maintenant qu'il a des fans, qu'il a une communauté, qu'il est considéré comme un gourou par un grand nombre de ses spectateurs, eh bien, l'heure est venue pour lui de s'attaquer à son propre déboulonnage. Et donc c'est pour ça qu'il est devenu tout le contraire de ce qu'il a toujours prôné, pour voir jusqu'à quel point ses fans seraient prêts à le suivre dans son naufrage. Ma théorie, c'est qu'Antoine Goya a mis en scène sa propre mauvaise foi et sa propre malhonnêteté pour prouver à tout le monde
qu'il ne fallait jamais faire confiance à un youtubeur, y compris à lui. T'es grillé là, t'es fini après cette vidéo, là je suis désolé, t'es fini, t'es plus rien.